Bonjour, et merci d'être venu me voir en ce vendredi après-midi. La naissance de ce talk, c'est sur ce constat, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir l'impression de faire semblant d'être un adulte. Comme si un peu tout le monde avait les clés, tout le monde savait pourquoi il est dans le monde et qu'est-ce qu'il est censé faire. Et vous êtes au milieu et vous vous dites, moi vraiment, c'est compliqué de penser à la fois à faire ma lessive et ma vaisselle, donc trouver un boulot, ça va être un peu une autre paire de manches. Moi, oui, souvent. Quand j'étais petite, je pensais que les adultes, qu'il y avait vraiment un moment où on passait de enfant à adulte et où on comprenait et où on savait. C'est-à-dire que on était enfant, on se laisse porter, et un jour on est adulte et c'est nous qui prenons les décisions. Donc ils savent de quoi ils parlent, où ils vont, le sens de la vie. Je pensais par exemple que pour trouver son métier et sa voie, c'était comme quand on est à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux devenir, je sais pas, électricienne. Et ensuite on va à l'école des électriciennes et on devient électricienne. Et voilà, et on fait ça pour le reste de sa vie. Je pensais aussi que, par exemple, les gens de 30 ans, ils étaient vieux. Donc maintenant, j'en ai 36 et demi. Et j'ai changé 3 fois de carrière depuis. Donc l'école d'électricienne, ça n'a pas marché. Et c'est toujours un problème pour moi d'appeler le médecin. Prendre rendez-vous pour moi, où est mon représentant légal qui pourrait s'occuper de ça. Et donc mon constat, c'est que la plupart du temps, les gens ont aucune idée de ce qu'ils font. Et ils avancent dans le monde à l'aveugle. Apparemment, ils ne savent pas non plus passer des slides. Pardon. Donc c'est moi, je suis Léa. Mon parcours, donc 3 carrières, je suis allée à l'école d'ingénieur ici d'ailleurs, dans cette ville, parce que j'aimais bien, je me suis retrouvée là parce que j'aimais bien les maths et que j'étais forte en maths et du coup, hop, école d'ingénieur. Une fois ici, je me suis spécialisée en sociologie des organisations, donc on peut dire quelque chose qui ressemble un peu à du management, avec plus de mots. Et dans ma tête de jeune vingtenaire, c'était vraiment lié, c'est-à-dire qu'on pouvait faire du management comme on fait de la logique, comme on résout des problèmes, gérer l'humain de manière rationnelle, où tout le monde sera heureux, etc. etc. C'est quelque chose qui va revenir parce que pour moi, c'est la frontière entre ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills, c'est pas aussi net que ce qu'on veut bien le dire. C'est-à-dire que sciences dures, sciences molles, etc. Je trouve que l'un a toujours même les domaines les plus techniques, ils ont toujours une grosse dépendance sur à la manière dont on les fait. Mais donc, à la fin de mon école d'ingénieur, je me suis retrouvée à faire du conseil pour des grosses boîtes de conseil en management. Et je me suis rendu compte que, du coup, ma vision de le monde, il est beau, il n'était pas trop compatible avec le management de la société capitaliste. Et donc, j'ai pris une autre direction et je suis allée vendre des pop-corn dans un cinéma parisien. Ce qui était aussi capitaliste, mais moins. Au bout de quelques années, quand même, je suis revenue à ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire les maths. Et je suis devenue prof de maths. Alors, side note, devenir prof à 25 ans, ça vous apprend beaucoup sur le fait que les gens, passer dans l'envers du décor et les gens ne savent pas ce qu'ils font. Par exemple, donner une retenue à un élève, c'est vraiment beaucoup plus une punition pour le prof que pour l'élève. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de papier et de suivi à faire pour au final quelque chose qui... le chewing-gum, finalement, on s'en fout, quoi.
Et il y a 5 ans maintenant, en 2020, après cette expérience merveilleuse, je suis arrivée dans la tech par un bootcamp Java Spring Boot Angular, développeuse full stack. Maintenant, je suis donc ingénieur back à Chaudeau Lyon, qui est une ESN. Chaudeau, si vous n'êtes pas encore allé les voir, ils ont un stand. Ils sont aussi à Lille. Et c'est la meilleure ESN. Dans le dev, et en particulier dans le craft, le software craftsmanship, j'ai retrouvé un peu ce truc qu'il y avait entre la sociologie des organisations, ce lien entre les sciences dures et la socio. Et dans ce domaine, moi je trouve, et pour être allé à plusieurs conférences de ce genre-là, on voit souvent des sujets sur le fait que la manière dont on fait du logiciel, ça va avoir un impact sur le logiciel qu'on fait. C'est vrai pour l'agilité, c'est-à-dire que toute l'agilité, c'est de se dire si on fait de cette manière-là, si on s'organise de cette manière-là, alors on va produire du logiciel de meilleure qualité, plus vite, qui correspond mieux aux besoins. En tous les cas, c'est on va dire, le but. Mais aussi des choses qui vont plus loin. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec la loi de Conway, et qui dit que votre soft va coller à votre organisation. L'architecture des deux sera toujours liée. Et donc, moi, tous ces trucs-là que j'ai découverts en arrivant dans la tech, j'ai trouvé que c'était vraiment... ça m'a beaucoup intéressé tout de suite, et que c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les autres industries, de se questionner autant sur la manière dont on fait les choses et sur l'impact qu'on peut avoir en changeant la manière dont on fait les choses. Yes, du premier coup. En 2020, donc, je sors tout droit de 3 mois de bootcamp full stack Java Spring Boot Angular, et j'arrive donc dans une première ESN. J'étais prête à rencontrer les experts, les grands experts de l'informatique. J'avais vu Die Hard 4. Donc, la base, c'est sortir un clavier pliable. Je ne sais toujours pas comment c'est censé marcher, mais sortir un clavier pliable de son blouson, le poser et hacker une centrale nucléaire. Donc, moi, c'était mes attentes quand je suis arrivée dans ce secteur. Donc voilà. Et au début, bon, j'ai pas été déçue. C'est-à-dire que quand on arrive, qu'on sait rien à rien et qu'on arrive dans des équipes avec des devs seniors, ils ont des réponses. Des réponses à toutes les questions et des réponses définitives. C'est-à-dire, c'est de cette manière-là la meilleure manière de faire. Et en plus, je suis arrivée donc, assez rapidement dans le monde du craft, et eux, ils savent encore mieux la bonne manière de faire les choses. Vraiment, on sait. Comment ça, tu fais pas de TDD ? Et donc voilà. Mais eux, ils savent. Mais, rapidement, comme j'étais en ESN et que du coup j'ai changé à la fois de client et d'employeur régulièrement pendant les premières années, j'ai commencé à changer d'équipe. Et j'arrive dans une nouvelle équipe et on avait aussi une bonne manière. La manière. C'est... Enfin, comment ça ? Et bon, étrange, c'était pas la même manière. Mais les deux, c'était la manière. Et donc, du coup, toutes ces personnes super importantes, tech lead, architecte, senior plus, elles devraient être d'accord. Enfin, je veux dire, moi, c'est des trucs... je trouve qu'il y a des choses qu'on devrait avoir résolues. Par exemple, les algorithmes de tri, on ne les recode plus. Enfin, sauf dans des cas très rares, mais sinon, c'est résolu. On sait trier des tableaux dans tous les langages. Et ben, c'est un peu pareil. Je trouve que la bonne manière de faire du soft, ça devrait être résolu. Et donc, j'ai commencé à me demander s'ils sont tous si sûrs, tous et toutes, mais surtout tous, si sûrs qu'ils savent faire, que c'est leur manière la bonne manière, mais qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, est-ce que finalement c'est qu'ils ne savent pas trop et qu'ils font un peu semblant,
un peu, si je dis quelque chose très fort, tout le monde va penser que je suis hyper compétent. Et c'est là qu'il a commencé à m'arriver quelque chose d'assez mystérieux. Je pense que ça vous est arrivé aussi. Lors des daily meetings prescrits par l'agilité, certains de mes collègues ont commencé qui m'aidaient, qui m'onboardaient, ce genre de choses, ont commencé à utiliser une interaction qui avait duré 5 minutes pour dire « Ah bah hier, j'ai aidé Léa avec son installation de poste. » Et du coup, moi j'étais là en visio, en train de me dire « Mais attends, moi je suis Léa, j'étais là et ça c'était fini à 10h05, cette installation de poste. Du coup, que s'est-il passé le reste de la journée ?» Et c'est pas quelque chose qui s'est passé une fois. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans quasiment toutes les équipes. Et un jour, plus tard, quand j'ai moi-même onboardé des gens, ça m'est arrivé de me dire, de passer des jours à me dire allez, j'avance pas, bon bah c'est pas grave, j'ai aidé le nouveau à installer son poste, j'aurai qu'à dire ça demain et je serai tranquille. Du coup, pourquoi? Enfin, c'est pas... je ne suis pas là pour vous expliquer pourquoi. Mais je voudrais parler de... parce que quand je dis ça, la réaction première, les gens disent « Ah bah oui, bah, les gens, ils glandent. Ils ne veulent pas bosser. » Enfin bon, encore que... Ils ne veulent pas bosser, ils ne veulent pas traverser la rue pour trouver du travail. Pardon. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que personne n'a envie de se faire chier toute la journée et que même si on préférait tous vivre, non pas tous, mais la plupart d'entre nous vivre pas dans une société où on est obligé de travailler 40 heures par semaine, maintenant qu'on y est, autant en tirer le meilleur. Et du coup, en creusant un peu plus, et mon avis sur la question, c'est que tout ce genre de comportement, donc c'est-à-dire le désengagement, dissimuler, faire semblant et les burn-out, c'est le résultat de ce qu'on appelle les peurs interpersonnelles, c'est-à-dire les peurs que exprimer son besoin, ça va avoir des résultats et des conséquences sur votre emploi ou votre carrière. Alors, il y a les peurs de paraître ridicule, les peurs de paraître incompétent, et le fait de faire semblant de travailler, c'est la peur de se faire traiter de glandeur. Du coup, dire « Ah ben j'ai passé la journée avec Léa », c'est parce que au moins, personne ne va questionner le reste. Partie de ce constat, qu'est-ce que j'ai fait moi quand je me suis rendu compte de ça, quand j'étais dans ces situations-là? Je vais vous partager mes 3 astuces que j'ai trouvées lors de ma longue carrière. Personnellement, du coup, quand j'arrive dans une équipe, dans une nouvelle équipe, j'essaie de trouver quelqu'un de confiance avec qui j'aurais pas peur justement de poser des questions stupides. Ce que j'aime bien raconter là-dessus, c'est que donc, sur le premier projet sur lequel j'ai travaillé, il y avait Docker. Et j'étais... Et donc voilà. Et dans le README, il y avait écrit « Ouvrir Docker ». Et donc moi, j'étais le premier jour de mon premier poste, voilà. Et je trouvais pas d'icône Docker. Où est-ce? Et donc du coup, j'ai demandé à tout le monde où est Docker. On me disait clique sur la baleine. Et clique. Et je disais, il n'y a pas de baleine, et je trouve ça un peu bizarre parce que ce matin on m'a présenté Kafka, maintenant la baleine, enfin c'est... Est-ce que c'est une secte? Non. Et donc du coup en partage d'écran, on s'est rendu compte que j'étais sous Linux et que du coup apparemment il n'y a pas de desktop sous Linux. Voilà. Du coup maintenant j'essaye de trouver quelqu'un à qui, avant de poser des questions ou à me répondre, clique sur la baleine, pourra me répondre. Et du coup, la deuxième astuce, c'est quand c'est moi qui suis en train de faire l'onboarding de nouvelles personnes, ce qui m'arrive maintenant, j'essaye d'être cette personne qui va essayer la personne à qui il n'y a pas de questions trop stupides à poser. Et ça marche bien.
enfin ça marche bien. En commençant à faire ça, j'ai commencé à me rendre compte que quand on laisse paraître de la vulnérabilité, les personnes en face de nous, commencent à poser plus de questions, commencent à dire quand ils ne sont pas à l'aise, quand ils n'ont pas compris quelque chose, etc. Et pour l'histoire de j'ai rien fait, j'ai aidé Léa avec l'installation de son poste. Et ben, il y a 3 ou 4 équipes, je suis arrivée un jour en daily et je leur ai dit hier j'ai rien fait. Parce que hier j'ai rien fait. Et ça les a un peu choqués sur le coup, ok, c'est nouveau. Mais finalement, dans les semaines qui ont suivi, il y a d'autres gens qui l'ont commencé à le dire à la daily de mon équipe. Hier j'ai rien fait. Et quand on s'est rendu compte que du coup on était tous un peu dans le même problème, on s'est rendu du coup dans cette équipe-là, c'était un problème de charge cognitive et de découpage des tickets qui était pas clair. Donc on arrivait mal à communiquer sur ce qu'on voulait faire et du coup les gens se retrouvaient coincés dans des sortes de boucles où ils n'arrivaient pas à avancer et de culpabilité. Et donc ça a permis de le résoudre. Ça a pris plusieurs semaines. C'est pas, j'ai dit j'ai rien fait et le lendemain on était tous remobilisés, mais ça a bien marché. Donc, moi j'étais super fière de mes astuces. Ça marchait bien, on résolvait la charge cognitive dans mon équipe. Je pensais vraiment que j'avais inventé un nouveau domaine du management. En toute modestie. Donc j'ai commencé à en parler à mes amis, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement fun aux soirées. Et comme j'ai aussi des amis extrêmement fun aux soirées, j'ai une amie qui m'a répondu « Ah, c'est marrant, ça ressemble un peu à la sécurité psychologique, ce que tu me dis. » Et donc j'ai fait une recherche Google et je suis tombée sur un livre sur pas mal de recherches. Effectivement, ça existait déjà. Dommage, le prix Nobel, ce sera la prochaine fois. Mais donc dans toute la recherche, c'est toute une branche de la sociologie. Et dans la recherche, je suis tombée notamment sur le livre The Fearless Organization, qui est un livre écrit par Amy Edmondson, et qui est une compilation de beaucoup de recherches et de cas concrets, de recherches qu'elle a fait elle-même et de celles des autres, et à propos donc de la sécurité psychologique et de la relation entre sécurité psychologique et la performance des équipes. Donc c'est vraiment dans le cadre professionnel. Et je vais oublier de le dire plus tard, mais du coup la plupart des exemples, pas des exemples, mais des choses qui sont sourcées et issues de la recherche dont je parle, c'est dans ce livre que je les ai trouvées. Du coup, qu'est-ce que c'est ? La sécurité psychologique, c'est le fait de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir contribuer vos idées sans craindre les conséquences pour vous, pour votre carrière ou pour votre emploi. C'est quelque chose qui est du coup important pour les entreprises, à la fois pour l'innovation, c'est-à-dire qu'on veut que les gens contribuent leurs idées, parce que si leurs idées sont innovantes, alors ce sera bon pour le business. Mais c'est aussi très important pour la gestion des erreurs, c'est-à-dire si quelqu'un se plante, on veut le savoir vite et en apprendre vite. C'est-à-dire que quand on commence à dissimuler des erreurs, c'est là qu'on se retrouve dans des cas avec des choses qui se gangrènent dans le code, mais c'est aussi vrai dans l'industrie en général. On va dire la manière dont on pense à ça intuitivement, c'est qu'on se dit « Ah, l'innovation, oui, on le veut, mais les erreurs, on voudrait qu'ils les gèrent tout seuls. » Et en fait, c'est pas trop possible. C'est-à-dire que si on veut que les gens contribuent le positif, il faut aussi les laisser contribuer le négatif, leurs erreurs. Pourquoi ? Parce que si on a peur, donc si on n'a pas la sécurité psychologique, il y a ce qu'on appelle le dilemme entre la parole et le silence, qui est que si on s'exprime sur quelque chose, ça va profiter peut-être au groupe après un certain délai et sans certitude, mais alors que se taire sur quelque chose, ça profite à soi-même et tout de suite.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème si on dit rien. Et puis bon, c'est aussi à l'encontre de ce que je vais appeler le management à l'ancienne, c'est-à-dire, en gros, crier sur les gens et espérer avoir des résultats. Pour la mesurer, la sécurité psychologique, puisque comment on sait si les gens se sentent sûrs? La méthode, c'est... une des méthodes, c'est avec des questionnaires. Donc, on demande aux gens de noter sur une échelle, sur 7 questions qui sont du type « Si vous faites une erreur, est-ce que ça vous est reproché ? Si les membres de cette équipe sont-ils capables de soulever les problèmes et des sujets difficiles ? Les gens dans cette équipe rejettent souvent les autres car ils sont différents. Il est sûr de prendre un risque dans cette équipe. Il est difficile de demander de l'aide aux autres membres de l'équipe. Personne dans cette équipe ne saperait délibérément mes efforts et travailler avec les membres de cette équipe valorise et utilise mes compétences et talents uniques. » Et donc, on note tout ça, ça donne une note de l'équipe de 1 à 10. Et voilà, c'est la note de sécurité psychologique. Ça a l'air un peu simpliste, mais bon, je vais y revenir plus tard. En fait, on se rend compte que cette note-là, elle est directement corrélée avec les résultats de l'équipe, ensuite, quand on met les deux ensemble. Donc, on va dire que c'est un système de notation qui fonctionne. Je voudrais en parler là parce que c'est pas une question de gentillesse, c'est pas juste laisser les gens ne rien faire. C'est plutôt, quand quelque chose se passe mal, essayer de le regarder en face et de trouver les causes directement. Et des solutions d'ailleurs. Et c'est aussi pas une question de introverti-extraverti, c'est-à-dire que si votre sécurité psychologique, elle repose sur le fait qu'une personne va animer l'équipe ou une personne est assez extravertie pour le faire, alors c'est pas de la sécurité psychologique, c'est juste que vous avez une personne qui est très cool. Et donc, si c'est bien fait, normalement, même avec des profils, des gens qui sont pas très sociaux ou pas très extravertis, ça peut fonctionner. J'ai encore cliqué. Dans mon monde parfait, les avantages de la sécurité psychologique, du coup, c'est des avantages sur l'apprentissage, c'est-à-dire que si on repère les erreurs vite et si les gens n'ont pas peur, alors on peut apprendre de ces erreurs très vite. Voilà, et on peut apprendre aussi pas de ces erreurs, des nouvelles choses assez rapidement, si on n'a pas peur de se tromper. En termes de performance, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ça c'est mis en avant par plusieurs études, mais il y en a notamment une qui avait fait un peu de bruit dans les cercles très fermés des gens très fun aux soirées, chez Google, où il y a 10 ans environ, ils ont lancé des grandes études pour essayer de déterminer les impacts de tout un tas de facteurs sur la productivité des équipes, donc distanciel, diversité des profils, diversité des parcours, tout un tas de choses. Et ils n'ont pas vraiment trouvé de corrélation nette avec rien du tout. Mais plus tard, avec donc des histoires de sécurité psychologique, ça marchait un peu. C'est-à-dire que finalement, le point commun des équipes qui surperformaient, c'était qu'ils n'avaient pas peur de se planter. Et donc, c'est aussi une preuve que, puisque Google sont quand même plutôt connus pour recruter des gens plutôt doués, que même si on recrute très bien et qu'on a des gens très très forts, si on ne les met pas dans les bonnes conditions, ils vont moins bien performer que si on les met dans des bonnes conditions. Et donc du coup, c'est aussi un outil, la sécurité psychologique, pour mettre les conflits à profit, c'est-à-dire apprendre toujours et tirer parti de la diversité. C'est-à-dire que moi, les sujets de diversité, notamment de parcours, mais aussi dans la tech en général, c'est des sujets qui m'intéressent. Et
Et pour moi, c'est quand même lié, c'est-à-dire que, enfin pour moi et pour la recherche du coup, c'est quand même lié. Si on ne crée pas un environnement où on peut tirer parti de la diversité, ben, du coup, ça ne fonctionne pas, quoi. Tout ce que je vous dis, ça a l'air d'être l'outil le plus parfait, la réponse à tous nos maux. Du coup, pourquoi on ne fait pas ça? Ça a l'air cool. On pourrait juste faire la sécurité psychologique pour tout le monde et voilà, et on produirait encore plus de logiciels qui va nous mener à notre perte. Pourquoi pour ça, j'aimerais parler un peu de l'histoire, on va dire, de la tech. Au début, pour ceux qui ne savent pas, c'était du coup du travail technique de bas niveau. Une cote de, je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais c'est d'une forme automatisée de calcul manuel, puisque encore avant ça, on faisait des calculs à la main. Principalement réalisés par des femmes. Et voilà. Ensuite, il y a eu la réduction de la taille des ordinateurs avec l'avancée technologique et l'augmentation de leur puissance. Et donc certains ont compris que ces trucs, ça allait devenir assez central dans le monde et qu'on allait faire des choses importantes avec. Dans les années 50, du coup, les chercheurs ont commencé à utiliser les premiers ordinateurs pour résoudre des problèmes de recherche. Mais comme à l'époque, c'était... Je pense qu'on n'a personne qui était là dans les années 50, mais à l'époque, il y avait quand même des limitations sur la puissance et qui forçait du coup à faire des ajustements et des optimisations pour pouvoir calculer des choses. Et du coup, c'est un peu de là qu'est née la figure un peu mystique de ce qu'on appelle le Messie à longue barbe, dans la recherche sociologique en anglais, qui est que les ordinateurs, c'est un peu de la magie, et pour leur parler, il faut donc ces personnes un peu comme des messies qui vont savoir leur parler et en tirer le meilleur. À cette époque-là, ils ont fait une étude qui a montré que la différence, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, la différence de production entre un bon et un mauvais développeur, c'était de 1 à 26, un facteur de 1 à 26. Je sais que des fois, c'est des choses qui ressortent un peu de dire qu'un bon développeur, c'est un mois d'un mauvais développeur, ou quelque chose comme ça, en une journée. Bon, si ça vous dit rien, c'est pas grave. Et ils ont juste... Quand ils ont publié cette étude, ils ont juste oublié de mentionner qu'en fait, ils n'avaient pas utilisé de méthode scientifique et qu'ils l'avaient fait sur un échantillon de 12 développeurs. Voilà. Et d'ailleurs, la productivité, vous me direz, comment la mesure-t-on? Avec du bon sens. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous entendez l'histoire du mois développeur, vous saurez. Au milieu des années 60, c'est à partir du coup de ces mythes-là qu'on a créé le profil de recrutement. On a renommé codeur en ingénieur logiciel et on a augmenté les salaires. Et on cherchait, et donc ça c'est une cote aussi, chercher ceux qui aiment les défis intellectuels plutôt que les relations interpersonnelles ou la prise de décision managériale. Chercher le joueur d'échecs, le résolveur d'énigmes mathématiques. Et même si on n'en est plus exactement là, moi j'ai trouvé que ça ressemblait quand même un peu à ce qu'on fait maintenant. Donc ça veut dire que depuis les années 60, on cherche activement, donc c'était quand même il y a 60 ans, des personnes qui ont peu de compétences interpersonnelles. Voilà, donc ça explique aussi pas mal de choses sur le fonctionnement de nos équipes. C'est marrant. D'ailleurs, que les exemples qui sont pris, c'est le joueur d'échecs et le mathématicien, là-dedans, parce que c'est des domaines, les échecs et les maths, où on personnifie aussi les exploits, enfin les résultats, et on invisibilise les équipes. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas, probablement certains d'entre vous le savent, Pythagore, Euclide ou Thalès, donc on a l'impression que c'est des gars qui vivaient à l'Antiquité et qui faisaient des triangles. Et en fait, c'était quand même des centaines de personnes, c'était des écoles.
Le théorème de Pythagore, c'est 2 siècles d'une école de mathématiques. Et donc voilà, des centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus pour publier les livres qui nous servent maintenant. Pareil pour Euclide et Thalès. Les échecs, on voit toujours une personne qui est là devant l'échiquier et qui est très bien, mais c'est pareil, c'est aussi des équipes entières qui analysent des lignes et qui contribuent, même s'il n'y a qu'une personne le jour J. Ce mécanisme de personnifier et d'invisibiliser les travailleurs, ça sert un but. Et ça sert la propagande, ça sert les échecs, ça servait pendant la guerre froide, à faire croire à l'URSS que regardez un Américain comme il est très fort tout seul. Mais ce but-là, c'est pas la performance. Le but de tous ces mythes, ces histoires qu'on se raconte, c'est pas de travailler mieux, c'est pas de rendre plus heureux les gens, c'est de faire passer une image. Et dans la tech, le but, ça a été de redorer l'image de la profession. Du coup, c'est aussi ce qui nous permet de gagner beaucoup plus d'argent et d'être beaucoup plus central dans le pouvoir en tant que développeur et développeuse. C'est-à-dire que le fait de nourrir ce mythe du messie, de la magie de l'ordinateur, c'est ça qui a fait gagner en statut social à nous, les personnes de la tech. Du coup, pour résumer ce que j'essaye de dire avec quelques digressions, c'est qu'on a créé ces images collectives et, pour des buts, et vaincre le communisme, dommage, mais gagner, en fait un but, c'est nourrir le capitalisme, vaincre le communisme. Mais maintenant, on a ces images et on ne se souvient plus pourquoi on les a fait et on essaye de mesurer notre performance alors qu'on n'a pas... les actions qu'on prend, elles vont pas dans ce sens-là, elles ne servent pas ce but-là de performance ou de délivrer de la valeur aux stakeholders. Du coup, le rapport avec la sécurité psychologique, c'est que pour moi, donc, c'est une compétence et donc elle peut être mesurée et elle peut varier dans chaque groupe dans une organisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à tous les étages. Chaque leader de chaque groupe d'influence est responsable de la sécurité psychologique de son groupe d'influence. Quand moi je suis en train de faire l'intégration, l'onboarding d'un nouveau dev dans mon équipe, c'est moi qui suis responsable de la sécurité psychologique de cette sphère d'influence de 2 personnes. Mon tech lead ou mon manager, ils sont responsables de mon équipe et eux, ils sont responsables de la sécurité psychologique de l'équipe. Et enfin, comme je suis dans des organisations assez pyramidales, l'étage au-dessus, etc. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité de beaucoup de personnes d'installer la sécurité psychologique dans une organisation. C'est pas une personne qui peut impulser le changement. C'est vraiment voilà. Et comme je viens de le dire, on a choisi activement des gens qui n'ont pas cette compétence pendant 60 ans. Enfin, voilà. Et même plus que ça, on a nourri une image collective de qu'est-ce qui est un ou une bonne dev de la compétence opposée à ça. C'est-à-dire que même si, par le plus grand des hasards, on a recruté des personnes qui sont capables d'installer la sécurité psychologique, ils et elles auront moins de chances d'arriver au poste de pouvoir et donc d'aller dans cette direction-là. Donc, pour aller de l'avant, c'est quand même possible. C'est-à-dire que comme c'est une compétence, il suffit de l'apprendre et de la mettre en pratique. Et bien qu'on n'ait pas forcément recruté sur cette compétence, on peut toujours l'apprendre à nos équipes. Pour être plus en sécurité psychologique, il faut redéfinir le travail.
C'est-à-dire que dans les années 50, on est bien arrivé à rebrander l'informatique de calcul à ingénierie, peut-être qu'on peut le rebrander dans quelque chose qui sera mieux pour nous tous. Pour ça, il faut redéfinir l'échec. Un exemple facile de ça, c'est toutes les politiques de gestion des bugs en prod. Si vous comptez que le nombre de bugs en prod, il suffit d'arrêter de les compter et il y en aura moins. Non, mais il suffit d'arrêter d'avoir des tests et il y en aura moins. Alors que si on se met à compter le temps qu'il nous faut pour intervenir sur un bug en prod, alors l'échec, c'est de ne pas arriver à le résoudre vite, c'est pas de trouver des bugs puisqu'ils sont là. Donc ça, c'est... Il faut clarifier avec les équipes que le besoin de parole, c'est-à-dire exprimer aux gens ce sur quoi on veut qu'ils s'expriment, exprimer aux personnes de notre sphère d'influence qu'est-ce qu'ils doivent nous remonter, qu'est-ce qu'ils doivent nous dire pour qu'on puisse s'améliorer, et créer un but commun à toute l'équipe. Il faut, une fois qu'on leur a dit qu'il faut parler, il faut aussi leur dire comment. Donc ça, il existe des tas d'outils, groupes de discussion, tête-à-tête, chat, boîte à idées, etc. C'est juste, il faut donner aux personnes le moyen d'exprimer leur voix. Des enquêtes proactives, de l'humilité. C'est-à-dire, et petit rappel, l'humilité et la confiance en soi ne sont pas deux choses qui sont contraires. Et finalement, quand on fait tout ça, il faut aussi et surtout répondre de manière productive, c'est-à-dire que si on a réussi à convaincre les gens de s'exprimer sur ce qui ne va pas et qu'on ne prend pas de mesures après, la prochaine fois, ils ne le feront pas. S'ils ont réussi à surpasser le dilemme parole vs silence et qu'ils ont quand même des rétaliations, ce sera la dernière fois que vous les entendrez. Et donc voilà, exprimer de l'appréciation pour la parole, démystifier l'échec, et si on veut rester dans un environnement safe, il faut aussi sanctionner du coup les violations claires aux nouvelles règles, si vous voulez mettre en place. En conclusion, on va dire l'idée que j'ai essayé d'articuler, c'est que même si on est très très fort techniquement et que certains problèmes, et d'ailleurs dans certaines équipes où j'ai été, ça ne marche pas, donc on continue d'embaucher plus d'experts, de mettre plus de gens dessus, etc. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, quand il y a 10 devs qui ont, j'en sais rien, c'est histoire vraie, des 10 devs qui ont plus de 15 ans d'expérience, qui sont des grands experts de et qui passent leur journée à lire des logs parce qu'il y a tout qui tombe et que la base, elle ne veut pas rester debout. Au bout d'un moment, c'est qu'il y a un plus gros problème que juste les gens ne sont pas bons. Et du coup, si vous êtes dans ce genre de situation où il n'y a rien qui va et vous commencez à vous dire « Ah, mais c'est les gens, mon équipe, elle est... » Aussi, mon équipe, on m'a mis que des bras cassés. C'est pas ma faute, voilà. Peut-être que vous avez un petit problème de sécurité psychologique. Et ça se résout, mais voilà. Et donc, ça se résout en mettant en place un système qui fonctionnera mieux. Je voudrais réappuyer sur le fait que c'est une compétence et que du coup, c'est possible de l'apprendre. Et on aime bien dire que du coup, c'est une soft skill, mais donc une compétence interpersonnelle. Mais mon avis à moi, c'est que si ça donne des résultats concrets sur le plan technique, alors peut-être que c'est une hard skill et qu'il faudrait l'apprendre comme on apprend un langage ou un framework. Voilà pour moi. Les illustrations, c'est ma sœur Eve qui les a fait pour moi et pour la conf. Et voilà.